Yo les trailers, aujourd'hui pas de quickie parce qu'on va parler un peu plus longtemps, on a eu la mauvaise expérience avec le négatif split qui s'est un peu étalé dans le temps, donc voilà, on revient à une formule un peu classique. Aujourd'hui, préparer sa course, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Préparer sa course est un critère essentiel pour la réussite de votre objectif, que ce soit pour performer ou simplement terminer votre course. Et la première étape de cette belle préparation, c'est de se procurer un magnifique profil de course. La première chose à faire quand on a son profil de course, c'est de savoir le nombre et la position des ravitaillements, et également de savoir si ces ravitaillements sont solides et liquides ou seulement solides, ou si c'est une base vie, etc. On va savoir la petite différence, un ravitaillement liquide n'aura que du liquide, un ravitaillement solide ne sera solide et liquide. Après il y a des ravitaillements chauds aussi, où on peut avoir de la soupe et de quoi manger. Et enfin la base de vie qui est en fait un ravitaillement chaud, avec du solide, du liquide, du chaud, du froid, tout ce que vous voulez, et en plus vous pouvez en général déposer un sac de base de vie, un sac d'allègement, c'est-à-dire un sac avec des affaires de rechange pour votre trail. Connaître la position des ravitaillements peut être aussi utile pour ramener un peu de soutien, c'est-à-dire la famille, les proches et tout ça, parce qu'il y a des ravitaillements qui sont accessibles aux familles, et voilà, c'est important de savoir ça, si vous avez besoin d'un petit coup de morale en plus. Qui dit ravitaillement dit souvent barrière horaire, et voilà, c'est une des choses importantes à faire et à savoir quand vous préparez votre course, c'est de noter et d'avoir en tête les barrières horaires, à quel endroit et quel est le temps limite maximal que vous avez pour franchir ce point d'étape. Donc il peut y avoir beaucoup plus de points de chrono dans la course que de ravitaillement. Après il y a aussi des petits points stratégiques pour, si vous voulez, vous empêcher de couper à certaines boucles et tout ça, mais bon, voilà, il y a aussi ces points de contrôle qui sont essentiels à avoir en tête. Et éventuellement à noter sur votre profil de course, mais ça on verra après. Vous allez me dire pourquoi les barrières horaires, parce que bon, moi j'ai prévu un temps de course qui fait seulement la moitié des barrières horaires, sauf que il peut se passer beaucoup de choses pendant un trail, de la fatigue, un coup de mou, des orages, une mauvaise digestion, enfin il peut se passer beaucoup de facteurs extérieurs et intérieurs qui peuvent vous faire prendre beaucoup de retard sur votre plan de course, et n'oubliez pas que quand vous n'êtes plus dans le plan de course, il n'y a pas d'inquiétude, il faut simplement gérer les barrières horaires. Ça arrive, il y a tellement de choses qui peuvent arriver en trail, de facteurs qui peuvent vous faire perdre beaucoup de temps et vous faire sortir de votre plan de course, des choses imprévues, s'il y en a tout le temps, sur 100 bornes, oui, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais voilà, du coup, gardez en tête les barrières horaires, parce que voilà, c'est le dernier truc que vous avez à gérer si vous voulez rester finisher de votre course. Et pareillement, si vous voulez juste terminer l'objectif, voilà, c'est la notion de base qu'il faut avoir pour pouvoir aller au bout. Une des choses extrêmement importantes aussi dans le repérage de la course, c'est le profil en lui-même. Surtout les côtes. Alors c'est quand même la partie la plus hasardeuse à estimer, surtout au niveau des allures, parce que bon voilà, une côte, on sait jamais ce qui va nous attendre, parce qu'il peut y avoir la durée de la côte, le pourcentage de la côte, le terrain de la côte, et pareil, les descentes, on se dit toujours qu'on peut aller vite, sauf que parfois c'est tellement pentu qu'on peut pas aller si vite que ça, quand c'est des petits lacets et tout ça. Bref, voilà, c'est un critère un peu essentiel aussi pour vous préserver vous-même, puisque par exemple vous allez avoir une longue section de plat où vous pourrez dérouler avant d'arriver à une côte. Et bien si la côte est très violente, vous cramez pas sur le plat juste avant, gardez une allure à peu près calme pour arriver en bas de cette côte, pas essouffler, et la monter tranquillement. Si vous envoyez trop, vous allez essouffler en plus sur une pente qui est voilà, ce qu'on peut appeler un gros pétard, voilà, vous n'allez pas l'aborder de manière propice. Et pareillement, une fois que vous arrivez en haut, sachez ce qui vous attend. Voilà, c'est le truc le plus difficile à faire, et gardez le profil avec vous pendant la course, ça aide toujours de savoir ce qui va vous attendre. Mais voilà, psychologiquement, c'est toujours bien de savoir à quoi vous allez vous attendre, si vous avez 3 km de montée ou 500 mètres de montée, ou si vous allez prendre 1000 mètres de dénivelé positif ou seulement 200. Voilà, ça change beaucoup de choses. Et puis savoir par quoi on va passer, ça aide toujours psychologiquement. Et surtout si vous êtes dans le dur. Et enfin de là, une fois que vous avez à peu près repéré le terrain, vous allez pouvoir estimer le temps global de la course, mais surtout le temps entre deux ravitaillements. Parce que ça, c'est un peu la stratégie un peu intéressante justement pour votre plan d'alimentation, et savoir quand vous allez recharger vos flasques et tout ça. Je m'explique, si vous avez 10 km entre deux ravitaux, que typiquement c'est plat, donc vous savez que vous allez mettre à peu près 1 heure pour faire ça, voilà, disons que votre plan alimentaire, vous n'avez pas besoin de puiser dans vos ressources pour vous dire, ok, du point A au point B, voilà, il y a 1 heure, bon, je peux bien manger au ravito et bien manger au ravitaillement d'après. Et les gourdes, j'ai 1 litre, ça devrait aller amplement. Si pareil, vous avez 10 km, mais vous tapez 1000 mètres de dénivelé positif, il est possible que vous passez 3 à 4 heures dans cet endroit-là. Donc là, il y a une autre réflexion à avoir, c'est-à-dire que, ok, j'avais dit au ravitaillement d'avant, je recharge pas mes flasques parce que j'ai qu'1 heure pour arriver au ravitaillement d'après, sauf que là, si vous avez 4 heures d'ascension et tout ça, bon, il faut bien manger, il faut prévoir ce que vous allez manger pendant cette ascension-là, entre les deux ravitaux, et surtout, ne pas manquer d'eau, parce que voilà, dans la nature, c'est toujours dur de trouver de l'eau, même s'il y a toujours des petits ruisseaux et tout ça, mais voilà, je ne dis pas dire qu'on peut pas avoir confiance en l'eau naturelle, mais ça dépend des endroits. Et voilà, comme je le disais,
il y a toujours ce moment où on veut estimer le temps global de la course et c'est tout à fait naturel de savoir plus ou moins combien de temps on veut mettre, combien de temps on veut faire ou combien de fois on a envie de faire. Ne soyez pas trop fougueux dans vos estimations, ça peut vous jouer des tours et vous mettre beaucoup de pression et du coup vous faire perdre le moral dans la course parce que quand on voit que notre objectif est en train de se décaler, ça touche un peu le moral. Mais ne vous inquiétez pas, ces valeurs que vous donnez sont toujours à but informel. Il n'y a aucune obligation de respecter ces temps. Faites-le pour le plaisir, sachez à peu près quel temps vous avez et gardez juste en tête les barrières horaires. Moi, ce que je fais pour en général estimer ma course, c'est que je prends le classement de l'année précédente, je regarde à peu près les conditions météo si elles étaient assez semblables, je regarde le milieu et du classement et puis voilà, je me dis c'est à peu près le temps que je mettrai. Ça, je ne me prends pas la tête, c'est à peu près le moyen. Et en général, il y a les intermédiaires, donc aussi c'est pareil, ça vous permet d'avoir un peu de détails sur les différents points de la course. Mais voilà, comme je le dis, soyez prudents parce qu'en général sur un ultra trail, il arrive fortement que sur la deuxième moitié de course, on mette à peu près 2 heures de plus que sur la première moitié de course. Puis ça dépend du profil, enfin ça dépend d'énormément de choses qu'on peut pas tout anticiper quoi. Ne vous dites pas non plus que vous allez être régulier sur toute la course, hein. C'est pas parce qu'au début vous allez faire 10 de moyenne qu'à la fin vous allez faire 10 de moyenne, attention. Hein. Du coup, voilà, il y a énormément de critères à prendre en compte et ça c'est très difficile du coup à se positionner, à deviner les temps, enfin à estimer des temps de course, sachant que voilà, il y a plein de facteurs tout autour. Mais bon là du coup petit cas pratique, je vais décrocher ça du mur parce que c'est la seule que j'ai avec à peu près tout écrit dessus et on va l'étudier sur une table un peu en groupe. Donc ici, on va étudier le cas de l'UT4M, voilà, que vous voyez donc ici. Alors, on avait donc ici ravitaillement, base de vie, ravitaillement, base de vie, point d'eau, parce que bon, c'était une petite grande montée qui faisait bien peur, donc voilà. Hop, base de vie, donc voilà. Ce que j'ai noté, moi, sur cette carte-là, on s'était fixé un objectif de 45 heures. Voilà, on le voit bien, de 45 heures. Du coup, on avait en fait un logiciel qui calculait automatiquement... un Excel qui calculait automatiquement les temps intermédiaires. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai noté mes temps intermédiaires, donc 3h05, 5h15, blablabla, et le nombre au kilomètre près, parce que c'est toujours important de savoir s'il nous reste 100 ou 200 mètres à faire, hein. Ça joue là-dessus. Donc par exemple ici c'est 13,3, 21,5, et toute cette notation-là me permettait du coup de savoir combien de kilomètres j'avais entre deux ravitaillements, et surtout combien de temps j'allais passer entre ces deux ravitaillements. Ce qui me permettait du coup de faire à peu près mon plan alimentaire, on va dire à peu près comme on peut. Donc on voit bien par exemple ici, pour prendre un exemple concret, qu'entre 65,2 et 76,2, ici du coup j'avais donc à peu près 11 km et j'avais du coup entre 15 et 18 heures, donc j'avais 3h15 pour faire ce petit truc. Donc voilà, 3h15 entre deux ravitaillements, ça veut me dire au moins 2 repas et beaucoup d'eau quand même, enfin ça dépend, parce que là on arrivait, c'était le matin et on en arrivait là dans l'après-midi. Donc voilà. Et je sais aussi que là je dois beaucoup manger parce que voilà, après on va être longtemps en autonomie. Si vous savez pas trop combien de temps vous allez mettre en global sur la course, ce que je n'ai pas fait là, c'est noter les barrières horaires. Vous pouvez une indication supplémentaire que vous pouvez mettre sur votre plan, les barrières horaires qu'il y a à gérer aussi sur du coup les points stratégiques. Donc là je sais qu'il y avait des barrières horaires déjà aux 3 bases de vie, hein, c'était c'est la base. Et qu'à certains ravitaillements ou à points ici importants, il y avait aussi des contrôles. Une dernière chose, vous pouvez raisonner de 2 manières. Soit vous raisonnez en temps de course, donc en heures de course, donc voilà, là c'était par exemple 3h, 9h30, blabla de course, ou vous pouvez raisonner en heures, c'est-à-dire en temps, c'est-à-dire si vous êtes parti à midi, dire qu'à 14h vous devez être là. Sur les sites du coup des organisations, en général c'est plutôt écrit en heures plus qu'en temps de course, donc voilà, bon c'est une petite vigilance qu'il faut faire, à laquelle il faut prêter attention, mais donc voilà, et voilà c'est ça qui était très compliqué du coup sur l'UT4M, c'est que nous on s'est fait arrêter ici, et à partir de là, alors voilà, jusqu'ici, jusque là en fait, ici on sait pas du tout ce qu'on a fait, on était complètement perdu, il faisait nuit, il y avait des orages et on est passé en itinéraire bis, donc on sait qu'on n'est pas monté là, on n'est pas monté là, mais du coup entre nous on sait pas vraiment ce qu'on a fait et ça c'était psychologiquement horrible, mais on sait qu'on s'est retrouvé là. Donc voilà, allez on repasse sur le canapé. Bon, l'autre chose importante avec la prépa de la course, c'est le sac, parce que du coup, avec tout le matériel obligatoire et les temps entre guillemets entre deux ravitaux et du coup le temps global de la course, vous allez pouvoir estimer ce dont vous allez avoir besoin, c'est-à-dire en réserve d'eau et en réserve alimentaire.
C'est-à-dire que sur un trail où vous savez que vous êtes souvent en autonomie entre deux ravitaillements, voilà, vous allez prendre un peu plus à manger que si vous avez qu'à chaque fois qu'1 heure entre chaque ravito. Pareil pour l'eau, est-ce que vous allez prendre juste 500 ml ou 1,5 litre ou une poche à eau en plus, des bidons, enfin voilà, il y a toute une stratégie à faire à ce niveau-là, et surtout la taille de votre sac. Parce que plus j'emporte des choses, plus j'ai besoin d'un gros sac, et c'est toujours pareil. Au début, on a toujours tendance à en prendre beaucoup trop, et puis plus on se fait l'expérience, plus on part. Juste pour note, l'année dernière, j'étais parti sur l'Alésia Trail 51 avec au moins 4 barres de céréales, 3 pommes potes. Cette année, je suis parti avec une barre, une pomme pote, et ça m'a amplement suffi, et j'ai rechargé mes flasques une seule fois. J'avais 1 litre. Mais voilà, c'est l'expérience, on apprend à se connaître et voilà, bref. Important, du coup, le sac, la taille du sac et en fonction de vos besoins par rapport au temps que vous allez passer entre deux ravitaux. Voilà ce que je peux vous dire du coup sur la préparation d'une course, d'un trail, surtout parce que bon, les courses sur route, après c'est un peu plus facile à estimer, et sachant qu'il y a des ravitaux plus souvent, bon voilà. Bref, comme je vous le dis, faites-vous un estimatif du temps total que vous allez mettre sur la course, mais vous ne prenez pas la tête si vous décalez de votre objectif. C'est pas grave, prenez plaisir, ne vous mettez pas dans le dur, ne vous cramez pas, restez dans le moment présent, regardez les paysages, profitez, parlez aux gens, rencontrez des personnes, et puis surtout remerciez les bénévoles au ravito, prenez le temps parce que c'est toujours sympathique pour eux, et même ceux qui font les coins de ploisement pour vous faire traverser. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions supplémentaires si vous avez des petites interrogations sur certains points de la préparation de la course, et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!